Nous allons passer maintenant à la quatrième table ronde de ce colloque. J'en profite d'ailleurs pour dire, puisque a été évoqué tout à l'heure par Pierre Branat les travaux d'Yves Dauge sur la politique de la ville, que dans la lettre mensuelle de l'association que vous trouvez sur notre site, il y avait l'an dernier une interview d'Yves Dauge où il expliquait ce qu'avait été son action dans ce domaine. Alors là, nous allons entrer dans une séquence tout à fait différente. Nous trouvons Michel Rocard a quitté Matignon. Il fait un passage rapide et, disons-le, pas forcément toujours concluant comme premier secrétaire du Parti socialiste. Il se présente aux élections européennes en 1994 et est élu dans les conditions que je ne vous rappellerai pas. Mais du même coup, dans cette action de parlementaire européen et dans tout ce qui a été la poursuite de son activité politique par la suite, il va le faire en retrouvant une liberté qui lui avait peut-être manqué dans les séquences précédentes. Et nous avons voulu illustrer cette liberté à travers 3 focus. On aurait pu le faire sur beaucoup d'autres sujets. On n'a pas traité, par exemple, la question de la politique de l'eau, qui a été abordée par Brice Lalonde tout à l'heure, mais qu'on en a traité aussi dans une de nos lettres. Mais on a choisi 3 focus particuliers. Et on va donc changer un petit peu le format de cette table ronde. Au lieu d'écouter d'abord la communication d'Alexis Vrignon, maître de conférence à l'Université d'Orléans, qui a beaucoup travaillé sur des questions autour du Pacifique et qui aurait donc pu aussi rencontrer Michel Rocard par ce biais-là, mais qui va là le faire sur l'idée que finalement la bataille pour l'organisation de la planète a été un des fils conducteurs de l'ensemble de son parcours politique. Et donc on va le faire avec 3 témoignages qui vont démarrer cette table ronde. Le premier de Patrick Vivray sur le Collégium international, qui a été un des grands moments de auquel Michel Rocard s'est consacré. Un deuxième témoignage sur un épisode qui a été à la fois un peu oublié et qui revient pourtant périodiquement l'actualité, celui de la taxe carbone. Et je remercie Chantal Joanneau, qui était secrétaire d'État à l'écologie au moment où ce rapport a été remis, d'avoir bien voulu participer à cette table ronde. Et puis, le troisième focus sera sur Michel Rocard, ambassadeur pour les pôles, avec le témoignage de Laurent Maillet. Alors je donne tout de suite la parole à Patrick Vivray pour présenter. On a mis sur les programmes conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, mais ça fait rigoler tout le monde. On aurait pu mettre ancien directeur de Tribune socialiste et compagnon de toujours de Michel Rocard, et qui avait dit un jour qu'il aimait trop Michel Rocard pour être rocardien. Oui, parce que j'avais beaucoup d'estime et d'amitié pour lui, et je trouve que c'est un cadeau empoisonné, la personnalisation. Mais alors, pour revenir au sujet, bien d'autres que moi auraient pu parler du collégium. Je vois Sacha Goldman est présent dans la salle. Il y a bien d'autres amis qui ont participé à cette aventure, mais elle est révélatrice du fait que ce que Sacha évoque sous le terme du dernier Rocard est aussi en lien à bien des égards avec le premier Rocard. Non seulement parce que le fameux thème de la BOP, de la bataille pour l'organisation de la planète, Brice s'en souvient aussi, il était déjà présent dans les débats au PSU ou même à Tribune Socialiste. Moi, je me souviens de Brice quand il faisait les dessins pour Tribune Socialiste avec la signature de Brice, justement. Et puis, toute l'équipe
qui va être dans la préhistoire du collégium, qui va être créé avec, outre Michel, Milan Kuchman, Stéphane Hessel. C'était l'équipe autour du groupe des 10, avec René Passet, Edgar Morin, Jacques Robin, et qui a été le ferment intellectuel d'une proposition sur à la fois ce que Edgar Morin appelait la polycrise dans laquelle nous étions rentrés, sur le fait que ça appelait une mutation qui n'était pas simplement une mutation dans l'ordre politique, mais une mutation dans l'ordre culturel, éthique, voire spirituel au sens laïque du terme, mais aussi le fait que nous entrions dans un nouvel âge qu'on peut caractériser justement en référence à la BOP comme étant non plus seulement l'âge international, mais l'âge planétaire, précisément parce qu'un certain nombre de défis, au premier rang desquels le défi écologique, créaient des conditions telles que c'était l'humanité elle-même qui se trouvait menacée et confrontée à la question de ce qu'on appelle aujourd'hui l'habitabilité de notre propre planète, mais qui était déjà présente en creuset dans le fait qu'on ne pouvait plus se satisfaire simplement des conditions dans lesquelles l'humanité s'était reconstituée après la Seconde Guerre mondiale. Et donc ce rapport-là entre des éléments de préhistoire et du collégium, et puis des éléments où Michel, dans la dernière partie de sa vie, s'est trouvé considérablement investi dans ce collégium qui, je le rappelle, permettait d'avoir un lien entre des chefs d'État, des grands responsables publics, au premier rang desquels il y avait bien sûr Milan Kuchman et Michel lui-même, mais dans lequel, par exemple, Helmut Schmidt a été présent. Je me souviens aussi de rencontres avec Felipe González. Il y a eu un lien étroit, à un moment donné, dans la préhistoire de ce collégium, avec le Centre international Pierre Mendès France, qui lui aussi avait été créé dans le creuset de transversale sciences culture, de ce qu'on appelait à l'époque la maison Grenelle, parce qu'elle était située boulevard de Grenelle près de Bir Hakeim, et dans les débats et les échanges extrêmement féconds et les cahiers qui restent du Centre international Pierre Mendès France, on retrouve beaucoup de thèmes qui vont être ensuite élaborés, construits, affinés par le Collégium international éthique, politique et scientifique, avec le rôle évidemment déterminant dans sa création de notre ami Stéphane Hessel. Et l'une des façons de rentrer dans l'histoire du collégium, je n'ai pas le temps de le faire là en détail, mais je vous invite vraiment à relire cette magnifique lettre posthume de notre amie Mireille Delmas-Marty, que Mireille adresse à Michel après sa mort, et comme Mireille, elle aussi, nous a quittés, c'est particulièrement émouvant de relire cette lettre, à la fois parce que elle commence sa lettre par le fait qu'elle lui dit « au moment où vous-même êtes parti pour le grand voyage », et elle rappelle tous les éléments fondamentaux, aussi bien historiques que méthodologiques, que éthiques, politiques, etc., qui sont présents au cœur de l'histoire du collégium, du rapport étroit du collégium avec les institutions des Nations Unies elles-mêmes, et notamment du secrétaire général des Nations Unies, mais pour mettre en jeu ce rapport fondamental qui est le passage de la notion d'indépendance, sur laquelle s'est constituée la Charte des Nations Unies, à la notion d'interdépendance, parce que précisément un certain nombre de questions, et notamment la question écologie, climat, biodiversité, etc., ne peut être traitée que dans une logique d'interdépendance. Et puis, l'autre élément clé que évoque Mireille dans sa lettre posthume, c'est le passage de ce qu'elle appelle, et Michel reprendra beaucoup cette expression, de la souveraineté solitaire des États à la souveraineté solidaire, précisément.
c'est-à-dire à la fois, et d'ailleurs Mireille fait référence aussi dans son texte à Édouard Glissant et à la conception de la mondialité selon Édouard Glissant, qui est une conception très différente et divergente de la conception de la mondialisation, qui pour l'essentiel était essentiellement une globalisation financière, alors que la mondialité, elle, à la fois elle respecte ce que Édouard Glissant appelle les identités racines des peuples, des cultures, etc., mais elle crée un commun et des identités-relations dans lesquelles, justement, il y a du commun de la mondialité, du tout-monde, dit Édouard Glissant, et il y a ces identités-relations qui sont celles de l'interdépendance et qui sont celles de la souveraineté solidaire. Et donc, relisez cette lettre qui est à la fois émouvante et tout à fait passionnante, parce que elle exprime d'une façon que je trouve à la fois très forte et très émouvante toute l'histoire portée par le collégium et le rôle personnel de Michel à l'intérieur du collégium, et évidemment le fait que sa stature de chef d'État lui permettait d'autant plus d'établir un lien qui, pour lui, est toujours resté essentiel. Et là, c'est aussi le rapport entre le dernier Rocard et le premier Rocard, qui était à la fois les grands enjeux institutionnel, mais aussi le fait qu'il fallait s'appuyer sur la société civile mondiale, y compris le thème de la citoyenneté mondiale, qui est repris dans cette lettre de Mireille à Michel, parce que seule cette force vive et anticipatrice de l'âge planétaire permet de dépasser les conservatismes, que ce soit les conservatismes économiques. Michel Rocard était d'une sévérité à l'égard des logiques de l'ultralibéralisme et de Milton Friedman, dont je rappelle qu'il le considérait comme un criminel contre l'humanité, ce qui est quand même pas rien, mais aussi contre le conservatisme des États qui ne pouvaient traiter justement ces questions d'ampleur planétaire que en sortant des logiques de souveraineté solitaire. Et quand j'évoquais tout à l'heure justement ce lien entre le premier Rocard et le dernier Rocard, on a eu l'occasion avec Sacha, puisque dans les dernières années de la vie de Michel, Michel avait écrit ce livre à la fois magnifique et terrible que vous connaissez tous sur suicide de l'Occident, suicide de l'humanité, point d'interrogation. Et il y avait évidemment la partie sombre du diagnostic qui, hélas, se confirme complètement aujourd'hui. Mais il y avait aussi une partie positive, et c'était d'ailleurs à la suite d'un échange, parce que il pensait que dans la partie positive, il avait aussi besoin que d'autres personnes puissent l'aider, et c'est dans ce sens-là qu'on avait commencé à écrire un projet qui malheureusement s'est arrêté rapidement du fait de sa maladie puis de sa mort. Mais ce qui était très significatif, c'est que à l'occasion même de cette perspective, il a remis en évidence l'importance de l'approche autogestionnaire. Et quand vous prenez par exemple la dernière partie du livre de Suicide de l'humanité sur la question positive de l'art du bien vivre, question qu'on a vue reprise ensuite dans les forums internationaux de la société civile. Je pense par exemple aux 2 grands forums internationaux et mondiaux sur le bien vivre, ou dans les forums sociaux mondiaux, notamment celui de Belém. La question du buen vivir est une question absolument centrale. Et que dit par exemple Michel Rocard dans la partie positive de ce livre? Je me permets de reciter ce passage parce que je trouve qu'il est particulièrement émouvant, et y compris dans le lien entre l'énergie créatrice originelle de Michel et puis ce que dans les dernières années, voire les derniers mois de sa vie, il était capable de redire, y compris pour traiter les questions planétaires. Voilà ce qu'il dit.
Une société autogestionnaire, c'est une citation, et il dira ensuite d'où vient cette citation, après avoir dit ce que voulait dire le mot d'autogestion avant que la dérive yougoslave découlant du maintien d'un parti unique à vocation totalitaire ne lui fasse perdre son sens. Donc évidemment, il intègre cet élément de dérapage qui a été à la source de nombreux malentendus, mais donc il reprend cette phrase, il dit « Une société autogestionnaire, c'est une société où les hommes sont capables de prendre en main leurs propres affaires, de prendre eux-mêmes les décisions qui les concernent, qui concernent leur travail, leur cadre de vie, leur formation, leurs relations et toute leur vie quotidienne. » Fin de la citation. Et à ce moment-là, Michel Rocard précise « Je ne pense pas que cette définition, issue du manifeste pour l'autogestion du Parti socialiste unifié en 1972, Robert s'en souvient certainement, ait pris autant de rides que ses rédacteurs. L'autogestion est toujours d'actualité. » Je trouve ça très frappant, très significatif de voir justement ce lien entre l'énergie initiale qui a été portée non seulement par Michel, mais par le PSU, mais par le groupe des 10, mais par tous les actrices et les acteurs qui ont été présents dans cette longue histoire, et puis le fait que sur un certain nombre d'enjeux absolument fondamentaux, qui est le passage de l'âge international à l'âge planétaire, cette question du rapport entre l'interdépendance par rapport à l'indépendance, de la souveraineté solidaire par rapport à la souveraineté solitaire, et bien qu'ils remettent aussi en perspective à quel point la perspective autogestionnaire de sa jeunesse continuait à rester vivante chez lui. Voilà ce que je peux vous dire rapidement. Merci beaucoup, Patrick. Alors, nous restons toujours dans cette séquence des années 2000. 2009, Michel Rocard est appelé à présider un groupe d'experts sur ce qu'on a appelé la contribution énergie-climat, climat-énergie, je ne sais plus, à l'époque. Et fin juillet 2009, il remet ce rapport à Jean-Louis Borloo et à Madame Joanneau. Et donc, je la remercie de bien vouloir maintenant nous dire finalement pourquoi Michel Rocard sur ce rapport et puis comment s'est passé à la fois l'élaboration de ce travail, de cette réflexion et de ses suites. Bonjour à toutes, à tous, et d'abord merci pour cette invitation. Alors je vais répondre avec énormément de modestie parce que contrairement à la plupart des personnes qui sont autour de cette tribune, je connaissais très peu Michel Rocard avant qu'effectivement on le sollicite pour mener à bien cette mission extrêmement délicate. Et donc pourquoi est-ce qu'on a fait appel à lui? Alors il faut se remettre dans le contexte de 2009, 2 ans après 2007. Et après l'élection de Nicolas Sarkozy. Pendant la campagne électorale, il y a eu un moment extrêmement important où Nicolas Hulot, qui avait rassemblé autour de lui plusieurs associations environnementales, a mis sur la table ce qu'on appelle le pacte écologique avec plusieurs engagements. Et il a demandé aux différents candidats à la présidentielle de signer ces engagements. Alors c'était un moment totalement surréaliste dans une campagne présidentielle, honnêtement, pour y être, où tous les candidats sont passés à la tribune. Ils ont tous signé, parce que personne n'osait dire qu'ils ne souhaitaient pas signer, et très simplement, hein, et sauf le candidat Nicolas Sarkozy, qui avait émis quelques réserves sur une des propositions, qui était justement la création d'une taxe carbone. Donc la campagne se déroule, honnêtement, alors que je pensais qu'on avait le meilleur programme dans le domaine de l'environnement, nous avons une note catastrophique de la part de la coalition des associations. Et donc on les rencontre, on échange avec eux, et là naît l'idée du fameux Grenelle de l'environnement. Naît cette idée que plutôt que d'avoir des politiques assez descendantes dans le domaine de l'environnement, finalement ce serait bien que les associations elles-mêmes pilotent une grande conférence sur ce sujet et qu'elles déterminent les grandes priorités de la politique environnementale.
Chemin faisant, on se dit quand même, plutôt que d'avoir un tête-à-tête entre l'État et les associations, où le risque est important que ce soit un tête-à-tête entre du blanc et du noir, du pour et du contre, ce serait bien d'avoir autour de la table les autres acteurs qui contribuent à la politique environnementale. Donc les acteurs économiques, les acteurs sociaux, notamment les syndicats, quelques élus, pour trouver des points de convergence entre les uns et les autres. Alain Juppé d'abord, puis Jean-Louis Borloo mènent cet exercice extrêmement délicat. Un certain nombre de propositions font consensus, sauf la taxe carbone, qui a fait énormément de débats au sein des discussions du Grenelle de l'environnement. Et donc, le 25, ça devait être le 25 octobre, je crois, 2007, le président de la République fait le discours de conclusion sur le Grenelle de l'environnement. Et parmi ses engagements, il ne s'engage pas à créer la taxe carbone, il s'engage à étudier la mise en place d'une contribution énergie-climat. Donc déjà, une grande prudence. Et je dois vous avouer que bien avant, j'avais proposé cette idée à l'ancien directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, ça n'avait pas franchi l'étape du directeur de cabinet, puisque le dossier m'était revenu avec écrit en rouge, je ne crois pas que ce soit opportun. Donc là, on avait quand même franchi une étape supplémentaire, puisqu'on étudiait enfin la création de cette fameuse contribution énergie-climat qui avait quand même déjà été proposée à l'échelle internationale dans le cadre du protocole de Kyoto, qui avait déjà été mise en place en Suède en 1991, donc avait quand même déjà une certaine histoire, et qui nous semblait, nous, de bon sens. De bon sens, pourquoi ? Parce qu'il s'agissait finalement de créer une taxe pigouvienne, c'est-à-dire une taxe qui incite à un changement de comportement, de potentiellement faire une bascule des taxes sur le travail vers des taxes sur les pollutions. C'est très bien sur le papier, à mettre en œuvre, ça devient beaucoup plus compliqué. Et puis surtout d'affecter ces taxes pour pouvoir développer la politique environnementale. Donc on s'engage à étudier la création de cette contribution énergie-climat et comme vous le constatez, puisque là on est le 25 octobre 2007, on le fait voter, le principe en tout cas, dans le cadre de la loi dite Grenelle, la première, c'est voté, tout le monde le vote, la main sur le cœur, tout le monde a voté dans alors au-dessus dans l'hémicycle du Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale, tout le monde a voté la première loi dite Grenelle, qui posait le principe d'étudier la création de cette fameuse taxe carbone. Appelons-la taxe carbone par facilité. Donc la loi est votée en juillet 2008 et vous voyez, il a fallu quand même attendre 2009 pour que, sérieusement, on crée un comité d'experts qui se penche sur la question. Et donc, la question s'est tout de suite posée, mais qui pour présider ce comité d'experts ? Qui pour prendre un sujet dont tout le monde savait qu'il ne serait pas consensuel, puisque par définition, pour les uns, on n'en ferait jamais assez, et pour les autres, je reprends les mots de l'époque, c'était un hold-up. Qui pour porter un sujet donc très peu consensuel sur le plan politique, y compris au sein même des partis politiques, hein, il nous fallait forcément une figure qui ait beaucoup de sens politique, justement. Il nous fallait forcément une figure qui dépasse les clivages gauche-droite, comme on avait souhaité d'ailleurs à l'époque du Grenelle que cette nouvelle politique environnementale, on parlait d'ailleurs de New Deal à l'époque, tout le monde prend les idées de New Deal, Green Deal, c'est très à la mode, il fallait quelqu'un effectivement qui dépasse les barrières et les clivages et qui l'incarne vraiment. Et finalement son nom s'est imposé assez rapidement. Déjà parce que il y avait eu quand même des expériences de travail avec Alain Juppé, mais donc il y avait une très bonne entente. Et puis surtout parce que, alors c'était peut-être incarnait-il une personne qui avait dépassé le stade de la politique politicienne, qui était un sage, qui avait surtout son franc-parler, et qui finalement, si l'idée ne lui avait pas paru bonne, l'aurait dit. Et c'est ce qu'on souhaitait. On ne souhaitait pas de la langue de bois, on souhaitait quelqu'un qui puisse porter ce sujet, qui puisse l'incarner avec une certaine objectivité. Et c'est la suite des travaux qui est assez, intéressante. Première chose qu'a dit Michel Rocard en étudiant cette question, il a dit « ça va être compliqué parce que de toute façon, en France… » sa première phrase a quand même été de dire… On a comme l'impression que cela ne sera pas facile. Venons-en donc à la suite. Deuxième constat de Michel Rocard, il a fallu 10 ans en France pour mettre en place la TVA, donc là il va falloir aussi un certain temps
pour mettre en place cette fameuse taxe carbone. Ensuite, il est vrai qu'il existait, on avait une difficulté technique, qui est qu'il existait en France déjà, alors c'était pas une contribution carbone puisque c'était pas une régulation par les prix, mais une régulation par les quantités. C'était le système de quotas qui avait été créé à l'échelle européenne pour les grandes entreprises émettrices de carbone, qui devaient donc avoir un certain nombre de quotas d'émissions de carbone. Quotas gratuits à l'époque d'ailleurs. Et par conséquent, on s'est posé la question, si on taxe le carbone pour les autres, est-ce qu'on va aussi taxer le carbone pour ces grandes entreprises ? Premier point de divergence, Michel Rocard dit oui, il va falloir quand même le faire pour qu'il y ait une certaine forme d'équité, peut-être moins que les autres, mais il faudra le faire. Et là, poum, arbitrage, non, les grandes entreprises émettrices de carbone ne seront pas taxées puisqu'elles sont déjà soumises au système de quotas et on mettra la taxe carbone que sur les autres. Donc, premier point de divergence. Deuxième, je commence par les aspects les plus techniques et les plus simples pour en arriver à la fin au plus intéressant. Parce que dans un discours, il faut commencer par le fort, ensuite plus calme, et puis après, on arrive sur ce qui est plus intéressant. Donc, deuxième point technique de divergence aussi, puisqu'on voulait taxer les émissions de carbone, est-ce qu'il faut taxer l'électricité ? La production d'électricité en France étant essentiellement d'origine nucléaire, émet peu de gaz à effet de serre, mais elle en émet quand même. Donc Michel Rocard dit, oui, il faut aussi les taxer, peut-être dans une moindre mesure, mais il faut les soumettre à ce système de taxation. Et là, l'arbitrage final est non, on ne taxera pas les entreprises productrices d'électricité, on ne taxera pas l'électricité. Donc c'est une deuxième point de rupture. Troisième point de technique un peu compliqué, qui est la taxe carbone, c'est intéressant parce que ça donne de la visibilité à tout le monde. En fait, le principe de la taxe carbone et son intérêt, si on veut vraiment que ça fasse changer les comportements, c'est qu'on a un prix d'origine qu'on fixe aujourd'hui au carbone, on a un prix à l'horizon 2030 ou 2050 et on donne une pente de progression de ce prix, ce qui va permettre aux différents acteurs et notamment aux industriels de s'adapter. Puisque là, on parle d'industries qui ont des schémas industriels d'investissement sur au moins 10 ans. Et là, pareil, pas mal de débats sur la fameuse pente de la taxe carbone. Quand Michel Rocard disait qu'il faudrait quand même plutôt commencer à 34 €, on a commencé beaucoup plus bas. On a voulu commencer à 17 €. Et là, donc on met en place la taxe carbone et la patatras, le Conseil constitutionnel nous dit, non, à l'époque constitutionnelle, votre taxe carbone, parce que vous taxez tout le monde, sauf les grandes entreprises émettrices de carbone, puisque vous les avez exemptées. Donc, l'idée de la taxe carbone est abandonnée. Et pourtant, elle sera reprise plus tard. Elle va être reprise en 2014. Elle va être mise en place. Et on reprend cette idée d'avoir une pente avec une taxe carbone croissante. Et là arrive le mouvement des Gilets jaunes. Mouvement des Gilets jaunes dont le gouvernement semble être surpris qu'il y ait autant de résistance. Et pourtant, Michel Rocard, quand il avait piloté ce fameux groupe d'experts, avait bien identifié que l'écueil principal de la taxe carbone, c'était l'injustice sociale. C'était le premier écueil qu'il avait identifié. Et d'ailleurs, il avait dit, pour les personnes les plus défavorisées, pour celles qui n'ont pas d'alternative, qui par exemple habitent loin des centres-villes, donc en banlieue ou dans les milieux ruraux, alors il va falloir compenser. Il avait même demandé qu'il y ait une compensation intégrale pour les personnes les plus défavorisées et une compensation partielle pour les petites entreprises ou les personnes les plus éloignées de systèmes de transport. Ça avait donné lieu à quelques débats sur un fameux chèque vert, sous condition ou pas sous condition. Il avait réclamé que ce soit sous condition, mais cette mesure n'avait pas vu le jour. Et en 2014, donc, quand la fameuse taxe carbone est mise en place, avec une pente relativement importante, on arrive en 2018. Nous, à la CNDP, on fait un débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et on était en mai, je crois, oui, c'est ça, en mai 2018. Et déjà, le président de ce débat public nous dit qu'il y a un risque imminent de jacquerie fiscale parce que la population considère que la transition énergétique est une injustice sociale. Et au cœur de cette injustice sociale,
il y avait l'augmentation des prix sur la carburant, en fait, la fameuse contribution énergie-climat ou taxe carbone, appelez-la comme vous voulez. En réalité, ça change pas grand-chose sur le papier. Et donc, il avait bien vu cet écueil, il avait bien vu cette dimension sociale, il avait bien vu que le cœur aujourd'hui du débat sur la transition écologique et les fiscalités qui est liée ou toutes les autres mesures que vous pouvez mettre en place, c'est la question de l'injustice sociale. Parce que la transition écologique, elle est accessible à certains et elle est excluante pour d'autres. Et donc voilà, en quelques mots, ce que je souhaitais vous dire sur cette expérience et sur les conclusions des travaux de Michel Rocard. Merci beaucoup pour ce témoignage très, très précis et très riche. Nous allons passer maintenant au troisième focus, alors là qui a déjà été aussi évoqué ce matin et qui avait fait rire quelquefois, qui était Michel Rocard, ambassadeur chez les Pingouins, finalement. Hein, c'était ça. Et donc, pour ce témoignage, je remercie Laurent Maillet, qui a été le conseiller, puis l'adjoint de Michel Rocard lorsqu'il était ambassadeur pour les pôles, qui préside l'association Le Cercle Polaire, dont Michel Rocard a été aussi un des parrains et un des supporters, et qui va nous livrer ce témoignage à la fois direct et en images, de ce que fut cette action, puisque voilà, avec entre les deux associations, le Cercle Polaire qu'il a créé et celle et michelrocard.org, ben, y a une figure tutélaire commune qui justifie le partenariat que nous allons développer. Merci Jean-François. Donc effectivement, on m'a parfois qualifié de dernier, non pas des Mohicans, mais collaborateur de Michel Rocard, puisque effectivement je commence à travailler avec Michel à partir de 2007 jusqu'à bien sûr 2016. Je l'avais croisé parce que je dois confesser que j'ai eu un passé de journaliste, puisque mon grand-oncle avait créé l'Observateur, il m'a entraîné dans cette mésaventure. Donc j'ai passé quand même de nombreuses années à m'occuper de journaux grand public de ce groupe. Et peut-être vous souvenez-vous que M. Rocard était chroniqueur fiscaliste à l'Observateur, en tout cas pendant une période. Donc on le croisait dans les couloirs de la rédaction et notamment dans les bureaux de mon grand-oncle. Mais ça, c'est la préhistoire, parce que ce sur quoi je voulais vous dire quelques mots, c'est évidemment l'aventure polaire, si je puis l'appeler ainsi. Et je rappellerai simplement, j'étais très attentif à ce que Chantal Joanneau vient de rapporter, puisque moi j'étais aux côtés de M. Rocard donc dès, je vous disais, 2007, notamment auprès du Parlement européen, pour faire entrer le sujet arctique au Parlement européen, qui n'avait jamais connu aucune mention officielle dans aucun texte que ce soit. Il me semble que la nomination de Michel Rocard comme ambassadeur pour les pôles a quand même été une condition, disons, favorable, très importante dans l'identification de M. Rocard pour la taxe carbone, puis le grand emprunt, voilà, ça a participé d'une sorte de, si je peux me permettre, mais bon, on est entre nous, j'allais dire, du retour de Michel Rocard, après une forme d'exil politique, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois, sans que cela signifie pour autant un désœuvrement, puisque vous savez sans doute, un colloque de michelrocard.org l'a largement développé, mais Michel évidemment n'a pas pu s'empêcher d'être hyper actif à Bruxelles comme il l'avait été avant chez nous. Alors j'en arrive à l'aventure polaire. Donc j'avais en prévision de cette intervention écrit un texte assez complet, comme on en fait dans les ministères, une note, et elle a été publiée dans une newsletter récemment, n'est-ce pas Jean-François? Donc j'imagine que vous l'avez reçue, et donc je ne vais pas vous infliger
la répétition. Et comme nous avons l'association Le Cercle Polaire, dont M. Rocard et M. Hawke ont été tous les deux présidents d'honneur pendant de nombreuses années, puisqu'on a rejoué en quelque sorte 1991, enfin 1989, on l'a rejoué en 2011, eh bien, on a profité de cet événement, comme ça vous allez pouvoir vous détendre un peu, pour élaborer un album photo que je me contenterai de commenter, donc plutôt qu'un exposé savant sur l'action de Michel Rocard, auquel je serais ravi de pouvoir participer ultérieurement. Je vous propose par petites touches de vous parler de l'action de Michel Rocard, qui a été très largement accompagnée de visites sur le terrain, parce que je ne citerai personne, mais si vous pensez à quelques-uns de nos collègues responsables aujourd'hui dans les ministères sur ces questions, évidemment, il n'y en a pas un seul ou une seule qui s'est rendu sur le terrain, parce que moi, à chaque fois que je préparais mes valises, j'appelais Sylvie, dont je salue bien sûr la présence, je suis ravi qu'elle soit là. Donc j'appelais Sylvie pour lui dire voilà, on part dans tel jour. Il fallait donc faire un sac avec des tenues grand froid pour Michel Rocard. Et les collègues du Quai d'Orsay en particulier me disaient mais qu'est-ce qui vous prend d'aller là-bas? Enfin, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de confort, on mange des conserves, enfin vraiment. Alors en revanche, et c'est ça un point je trouve très, très important, me semble-t-il, dans le décryptage aussi de l'action politique, il y a une partie d'intime, non pas au sens privé, rassurez-vous, mais au sens d'intime. Et en l'occurrence, l'action de M. Rocard sur l'épaule, elle est très largement motivée par la volonté d'aller sur le terrain. D'ailleurs, l'anecdote que j'aime rappeler, c'est que la première fois que je vais voir Michel, boulevard Saint-Germain, en lui disant « Monsieur le Premier ministre, on a besoin d'un coup de main sur l'Arctique », puisque M. Rocard était déjà connu pour son action sur l'Antarctique, il me dit d'abord « passe au tutoiement » au bout de 2 secondes. J'ai eu un peu de mal au début, puis je m'y suis fait. Et ensuite, il me dit « Je suis d'accord, mais à une condition, tu m'emmènes en Antarctique où je ne suis jamais allé. » Donc c'était vraiment pour lui un élément. Et d'ailleurs, il décrivait toujours sa mission en disant qu'il y a derrière tout ça une action diplomatique et il y a une forme de tourisme. Parce qu'il est vrai que deviser ou conjecturer sur le futur de ces régions qui, grosso modo, font l'objet de négociations d'une 50aine de pays au nord comme au sud, eh bien, c'est bien d'avoir compris de quoi, qu'est-ce qu'il se joue. Et sur ce point, je dirais simplement un mot, puis je voudrais vous montrer une petite vidéo. La grande différence qu'il y a entre le sujet dont on va très rapidement parler maintenant et tout ce qui a pu être dit par le passé, à quelques exceptions peut-être pour le climat, c'est que l'écologie s'est jouée au travers de la reconnaissance de l'interdépendance. Ça a été rappelé de nombreuses fois. Avec l'Antarctique, avec l'océan Arctique, avec l'atmosphère, avec les grands fonds, c'est autre chose. Ça n'est plus l'interdépendance, c'est la non-appartenance territoriale. C'est le fait qu'on a affaire à des espaces internationaux. Autrement dit, d'une certaine manière, on est tous chez nous là-bas. Que ce soit l'Antarctique, que ce soit la haute mer, que ce soit les fonds marins, que ce soit l'espace extra-atmosphérique. Donc vous comprendrez que l'enjeu qu'il y a derrière n'est plus le même, n'est plus tout à fait le même, puisque là, on raisonne sur des espaces internationaux. Et alors, pour commencer, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer une petite vidéo que j'ai moi-même tournée de Michel lors de son premier voyage en Antarctique. Alors, vous avez vu, avant de voir la vidéo, vous avez vu les 2 pages de l'article où Laurent Maillet décrit de façon littérale et littéraire l'action de Michel Rocard sur l'épaule et qui va maintenant nous montrer en images. Quand tu veux, moi je suis prêt. Par contre, il faudrait que tu te rapproches plus de moi. Mets-toi même carrément devant. J'ai oublié de vous dire que ça n'était pas monté. Hein. Ouais, quand tu veux. Alors, tu parles fort. C'est parti. Michel Rocard, vous voilà en Antarctique, au milieu de la mer de Weddell et sur un morceau de banquise. Qu'est-ce qui vous amène dans un endroit aussi reculé? D'abord, une vieille fascination poético-touristique, comme tout le monde. Mais il se trouve en plus que j'ai eu comme Premier ministre à mener des batailles, et notamment à
faire décider que la France ne ratifierait pas une convention signée à Wellington au début de 1988 et qui prévoyait les conditions d'exploitation minérale en Antarctique. Et d'accord avec le Premier ministre d'Australie, qui s'appelait Robert Hawke, Bob Hawke, nous avons décidé ce jour-là que c'était malsain, que c'était dangereux, qu'il fallait annoncer que nous ne ratifierions pas ce protocole, donc il tomberait, et qu'on demandait l'ouverture de négociations pour un traité ou un nouveau protocole qui assurerait une préservation définitive et totale de l'environnement d'Australie, de l'Antarctique, pardon. Et cette négociation a réussi. Elle a pris 2 ans et demi à peu près, et ça a donné un traité signé à Madrid qui s'appelle Protocole complémentaire au traité sur l'Antarctique. Alors évidemment, après cette joute politique de 2 ans, dans laquelle on a eu du mal à retourner la position des États-Unis, qui au départ étaient contre, j'avais pour l'Antarctique une vieille espèce d'amitié distante, envie de voir ce que j'avais contribué à préserver. Et vos impressions de ce premier voyage? C'est tout à fait inouï. Ces paysages sont sans pareil. On a l'impression d'être au commencement du monde, d'une certaine façon. Et quand on a passé quelques temps dans ce genre de paysage, j'ai l'impression qu'on n'est plus le même homme. On change un peu soi-même. Est-ce qu'on pourrait dire de ce voyage qu'il est une sorte de pèlerinage au fond, puisque ça fait quasiment 20 ans que vous avez lancé les négociations qui ont conduit... 20 ans tout juste. 20 ans tout juste. Oui, 89, 2009, ça va faire... Le lancement des négociations, ça va faire 20 ans dans 3 mois. Oui, c'est un petit peu un pèlerinage, c'est un mot un peu étrange parce qu'il est trop sacralisant, mais c'est vrai. Donc vous n'êtes pas là complètement par hasard? Sûrement pas. Sûrement pas. Merci, monsieur Rocard. Super, l'image est sublime. C'est vrai? C'est bon. Ce témoignage authentique. Donc là, nous sommes en janvier 2009. C'est le premier déplacement de monsieur Rocard en Antarctique. Je rappelle qu'en dépit du rôle majeur qu'il a pu jouer au niveau mondial, puisque, comme ça a été rappelé par Brice et Jean-Maurice, monsieur Rocard, il a suffi que M. Rocard et M. Hawke décident de ne pas ratifier une convention de Wellington pour que le processus de ratification soit annulé, parce qu'il suffisait que 2 pays historiques du traité de l'Antarctique s'opposent à cette convention pour que ça tombe à l'eau. Je rappelle quand même que la grande frustration de M. Rocard, que je me suis attelé à accompagner, c'était que dans la littérature officielle, comme dans la littérature académique, on trouvait les noms de M. Hawke et M. Mitterrand, parce que il ne vous aura pas échappé que dans un dominion comme l'Australie, le Premier ministre est un chef d'État, enfin a le rang de chef d'État. Quand M. Hawke se rend à l'invitation du président Mitterrand à Paris, c'est une visite d'État. Tandis que M. Rocard est Premier ministre, lui. Et pourtant, c'est M. Rocard, Premier ministre, et Bob Hawke. Alors évidemment, il y a les précédents, puisque Brice Lalonde a largement préparé le terrain, comme il a pu et Jean-Maurice Ripert également. Mais donc, Michel raconte souvent qu'il déboule dans le bureau du président avec le Premier ministre australien Hawke pour lui proposer un communiqué franco-australien qui annonce la non-ratification. Évidemment, apparemment, le président est furieux de voir son Premier ministre s'introduire dans une réunion, dans un échange qui aurait dû lui être réservé. Mais enfin, vous le savez, les affaires étrangères, c'est le domaine réservé du président. Et là-dessus, il a fallu, moi je me suis attelé en tant que conseiller et ami, à ce que la littérature puisse quand même remettre la vérité à sa place et que la Constitution française ne soit pas le seul élément de présentation contraignant de la chose. Alors, comme je vous le disais, on a en image proposé quelques photos, si vous pouvez passer, voilà. Bon, ça, peu importe. Donc, ça, c'est une campagne que M. Rocard, auquel M. Rocard se rallie dès les premiers échanges, qui va permettre de montrer qu'il y a
une conscience émergente mondiale de la sensibilité et de la fragilité des zones polaires, mais il faut savoir que ce qu'on appelle une conscience mondiale, c'est quelques centaines de personnes, parce que dans chaque pays, il y a un Nicolas Hulot, un Brice Lalonde, un Jean-Louis Etienne, enfin bref, il y a une poignée. La conscience mondiale est en réalité un club très fermé. Et on est très loin encore d'une opinion publique sensibilisée. Évidemment, la nomination de M. Rocard, au niveau français comme au niveau mondial, puisqu'il est considéré comme le père du sanctuaire antarctique avec M. Hawke, va démultiplier les choses de ce point de vue-là. Photo suivante, s'il vous plaît. Alors là, je voulais simplement rappeler comment M. Rocard a été à l'origine, donc je vous le disais, de l'introduction du sujet de la priorité, d'une priorité nouvelle, d'abord au Parlement européen, puis à la Commission, avec une résolution qui en réalité avait été préparée par l'association le Cercle Polaire, qui associait d'anciens responsables politiques, Hubert Védrine, l'ancienne ministre du Groenland des religions, Madame Rasmussen, et un professeur de droit public de Paris 2, bref, un groupe improvisé qui a produit un projet de traité dont personne ne s'imaginait qu'il allait finir en résolution le 9 octobre 2008 et qu'il serait surtout adopté par 597 députés de mémoire sur 660. Je me souviens, la veille, nous faisons un repas un peu arrosé pour se donner le courage d'aller ensuite présenter, enfin pour M. Rocard en tous les cas, Michel a 3 minutes pour présenter ce projet de résolution, et dans l'hémicycle, il y a à peine une vingtaine de députés. Je me dis, c'est fichu, 20 députés, mais non, ce sont que des chefs de groupe, et derrière ces 20 députés, il y a 660 en fait députés. Et le lendemain, la résolution est passée haut la main, et ce succès d'une résolution qui parle de l'Arctique, quand aucun autre document n'en avait parlé, a largement été moteur dans la nomination, évidemment, de M. Rocard comme ambassadeur pour les pôles, puisqu'on s'est dit, voilà, le sujet est maintenant sur la table au niveau européen, la France ne peut pas rester à la traîne. Mais en tout cas, Michel a vraiment été l'initiateur l'introducteur du sujet arctique au Parlement européen. Aujourd'hui, il y a quelques 20 textes, des communications conjointes de la Commission, le SEAE, le Parlement en est à son 10e document. Il y a toute une flambée, voilà. En revanche, l'Antarctique continue d'être un sujet confidentiel, intergouvernemental, non exposé à la critique ou à l'appréhension publique, alors que, comme on vient d'essuyer à nouveau un échec avec la pêche en Antarctique à la camélar, eh bien, les Russes et les Chinois en particulier nous compliquent énormément la vie, puisqu'on souhaiterait davantage sécuriser ces zones de pêche par des aires marines protégées, voire les interdire. Et les Russes et les Chinois, il n'y a pas si longtemps les Ukrainiens également, s'opposent complètement à ces projets pour des raisons qui tiennent à la fois à des enjeux de pêche, mais aussi à des enjeux de géopolitique mondiale, c'est-à-dire que partout où on peut, on s'oppose désormais, si je puis dire, à une action occidentale, même si c'est un peu caricatural. Photo suivante, s'il vous plaît. Bon, ça c'est une photo qui immortalise Michel dans les zones polaires. Encore une fois, moi, ce qui m'a toujours vraiment beaucoup touché, c'est qu'un homme de 80 ans soit aussi sensible et en appétit pour aller dans des régions où on se pèle, pour dire les choses de façon un peu familière. La nourriture est quand même assez commune, le confort est très limité. Eh bien, tout ça était au goût de Michel, et ça en faisait un compagnon de voyage absolument exceptionnel, puisque sous la tente, j'avais droit à des cours d'histoire. Et j'avoue que pour ma part, je le dis, puisque c'est la première fois que je m'exprime devant la fondation, l'association, j'ai été formé par Michel sur bien des points. Suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc quand Michel arrive en Antarctique lors de son premier déplacement, eh bien, les 34 pays installés en Antarctique connaissent le nom de M. Rocard.
Monsieur Rocard pense que personne ne sait qu'il a été à l'origine du protocole de Madrid, puisque c'est son nom. En France, c'est le cas, personne ne le sait, à quelques exceptions près, bien sûr Chantal Voineau et ses proches. Mais à l'international, tout le monde sait que M. Rocard et M. Hawke sont ceux qui ont réussi à faire de l'Antarctique une réserve naturelle intouchée et intouchable, où seule la science est autorisée, avec des contraintes très fortes sur les activités humaines en général, et au travers du protocole de Madrid. Donc voilà une image assez amusante, puisqu'on arrive, on rencontre l'équipe d'Argentine, et évidemment, ils veulent une photo de famille, ils nous offrent à boire, etc. Photo suivante, s'il vous plaît. Voilà, bon, là, encore une fois, je saurais quoi dire, sinon le plaisir, encore une fois, que M. Rocard avait de déambuler dans des endroits où l'on touche en quelque sorte, alors aux limites du monde, comme c'est l'usage de décrire les hautes latitudes, bien sûr, mais une forme également de solitude, voire la fréquentation du vide, comme on a pu parfois le qualifier. Les pôles, c'est une fréquentation du vide dont Jaurès a dit un jour que la liberté, c'est la fréquentation du vide. La liberté, c'est ce dont on fait l'expérience en fréquentant régulièrement, en allant et en venant au vide. Descartes lui-même, d'ailleurs, l'avait précédé sur ce sujet. Moi, j'ai toujours été vraiment touché par la manière dont M. Rocard appréciait le silence. Il n'y avait plus de téléphone qui pouvait sonner pendant des périodes longues, Sylvie s'en souvient évidemment. Pendant un mois, par exemple, il ne pouvait plus être contacté par qui que ce soit. Et je lui disais, mais enfin, Michel, ça doit être terrible pour toi. Il me dit, mais c'est l'inverse, je respire ici. Donc ce goût comment dirais-je, des grands espaces naturels et puis de la tranquillité, pour ne pas dire de la coupure, était résolument quelque chose de fort chez Michel. Photo suivante, s'il vous plaît, il faut qu'on passe vite. Bon, ça c'était la conférence de presse donc, avec le ministre Bernard Kouchner, qui évidemment lui-même sera déterminant dans la mise en place de cette mission, nous a réservé le meilleur accueil, puisque M. Rocard a été installé en chambre de la reine au premier étage. Donc souvenez-vous, c'est la chambre qui a accueilli la reine Elisabeth lors de sa visite d'État en France. Donc personnellement, je mets mon par-dessus sur le lit que l'on prête à Marie-Antoinette et qui se trouve en chambre de la reine. La salle de bain du roi est en or massif et la salle de bain de la reine est en nacre. Bref, un décorum absolument étonnant. Monsieur Rocard est très content d'être... Et évidemment, nos invités considèrent que, entre le soutien du président Sarkozy et celui du ministre Kouchner, les pôles sont devenus une priorité majeure au niveau national. Évidemment, tout ça va beaucoup nous aider. Photo suivante. Alors ça, ce sont les caricatures qui n'ont pas manqué de se déchaîner, puisque M. Rocard, qui avait disparu de la scène politique, se voit nommé homme du froid, selon certains, ambassadeur des manchots et des pingouins, selon d'autres. Évidemment, il y a derrière tout ça une volonté de dérision qui montre à quel point ces enjeux sont tout à fait inconnus. Et Michel Rocard qui résiste à dire tout ça, en commençant ses interventions, toujours avec cette même idée, ne riez pas de l'Arctique, c'est un concentré de tous les drames de notre planète. Suivante, s'il vous plaît. Voilà, suivante également. Alors ça, c'est une rencontre historique avec l'envoyé spécial du président Poutine pour les affaires polaires, celui-là même qui a déposé un drapeau russe à la verticale du pôle Nord géographique, anticipant peut-être, c'est ce qu'on craignait à l'époque, une revendication de la zone, comme on l'appelle en droit de la mer, enfin c'est-à-dire des fonds marins qui ne sont pas sous juridiction nationale par les Russes. En réalité, ça ne s'est jamais fait. La communauté internationale est là-dessus très vigilante, mais en tout cas, voilà, ça c'est une image qui a souvent été commentée parce que on se demande si Michel ne devient pas une sorte de Thomas d'Aquin qui parle. En tout cas, voilà, il est en face à face avec un manchot empereur. Et là-dessus, je pense que dans ces moments-là, l'influence et l'osmose avec Sylvie était bien sûr importante. Suivante. Bon, suivante, ce sont des... Voilà, Monsieur Rocard voulait se rendre une fois en Antarctique. En réalité,
nous l'avons entraîné dans une quinzaine de voyages jusqu'au pôle Nord géographique, jusqu'au pôle Sud géographique, où il passera une affreuse nuit à tousser, puisque le manque d'oxygène à 3400 mètres vient s'ajouter à la température, donc il a fallu prévoir une évacuation le lendemain. Michel avait donc 82 ans, mais il tenait absolument à ce qu'on aille jusqu'au bout. Suivante, donc ça c'est la base russe depuis laquelle... Ça, ce sont les pérégrinations solitaires de Michel Rocard, qui ne veut personne autour de lui, et on se demande s'il n'y a pas là une matière de recueillement. Suivante. Voilà, là c'est donc M. Rocard au pôle Nord. L'AFP tout de suite suit avec un communiqué, M. Rocard, premier octogénaire et homme d'État à se rendre au pôle Nord géographique. Suivante. Alors ça c'est un élément important parce qu'on a parlé du protocole de Madrid en 1991, mais on oublie qu'il y a une circonstance malheureuse dans la vie internationale, c'est qu'on signe des traités mais on ne les ratifie pas. Et donc combien de traités aujourd'hui sont adoptés par des communautés importantes mais non ratifiés, encore récemment. L'exemple de M. Rocard et de M. Hawke, ils ont réussi à faire adopter par une cinquantaine de pays le protocole de Madrid. C'est très bien, et il faut le saluer. Oui, mais en 2011, nous faisons le décompte parmi les 54 pays qui est ratifié, ils sont très peu. Nous téléphonons à M. Hawke pour lui demander s'il serait disposé à relancer une action Hawke-Rocard, que certains ont appelé le retour des 2 papiers de l'Antarctique dans la presse australienne, et on va essayer d'entraîner comme ça les chefs de délégation de la réunion du traité antarctique pour qu'on passe maintenant à la ratification. Suivante. M. Rocard réunit donc M. Hawke et puis Felipe González, l'ancien président, qui avait à l'époque aidé à la mise en place des négociations pour obtenir le protocole de Madrid. Suivant. Voilà, ça c'est le passage du Nord-Ouest, puisque vous savez que maintenant dans l'Arctique, des routes maritimes nouvelles se sont ouvertes. Donc M. Rocard tient absolument à aller voir sur place ce qu'il en est, en hélicoptère, sur un brise-glace. Là, nous sommes accueillis en l'occurrence par les Canadiens. Suivante. Voilà, M. Rocard et M. Hawke célébrés 20 ans plus tard pour relancer la ratification, puisque la ratification, elle, rend après la chose contraignante, mais l'adoption, non. Suivante. Suivante, c'est avec le prince Albert II. M. Rocard se rend donc en Antarctique avec un navire, le navire polaire français, l'Astrolabe. J'ai mis 9 jours dans les 50e et les 60e. Il faut quand même savoir que tout le monde est malade sur ce bateau. On perd entre 4 et 5 kilos pendant les 9 jours, sauf ceux qui ont le cœur bien accroché, comme Michel, qui est tous les jours au restaurant, alors que nous sommes 3 ou 4 sur la quarantaine de passagers. Les autres sont alités dans leur banette à manger des pommes et des yaourts parce que l'estomac est retourné. Et M. Rocard, lui, en revanche, imperturbablement, petit déjeuner avec verre de vin et dîner, parce que c'était un marin qui avait vraiment une grande résistance. Et là, vous le voyez dans sa cabine que nous partagions, dans sa banette, même lorsque le bateau tangue énormément, il s'accroche à son petit bureau et continue à lire et à dépouiller les documents, puisqu'il circule toujours avec une serviette très lourde dans laquelle il a une dizaine de documents en cours de lecture. Suivant. Voilà, c'est l'accueil du Premier ministre à Dumont-d'Urville, la station française. Suivante. Ensuite, M. Rocard se rend à Concordia. C'est là que les problèmes d'oxygène commencent à se faire sensibles. Suivante. Et ça, c'est le clou, enfin je veux dire le déplacement le plus acrobatique, le pôle sud, dont je vous parlais, puisqu'on est à presque 3800 mètres, donc manque d'oxygène caractérisé, y compris pour les plus jeunes. Et là, pour le coup, Michel a dû a passé une très mauvaise nuit, et on a décidé le lendemain de rentrer au niveau de la mer. Suivante. Voilà, ça c'est dans l'Arctique, au Svalbard, donc M. Rocard en tenue de sécurité. S'il tombe à l'eau ne peut pas rentrer sous le costume de survie, mais il voulait absolument aller voir la base française isolée, donc il a fallu qu'il revête cet uniforme. Suivant.
à nouveau accueillis par les Chinois, parce que les Chinois, l'Asie, vous le savez peut-être, l'Asie est très présente au nord comme au sud. Suivante. Ça, c'est le premier dîner avec le chef d'état-major de la marine, l'amiral Rogel, qui va lancer les missions Grand Nord dès 2014, qui va lancer les missions Grand Nord, qui continue aujourd'hui. Suivante, je me dépêche. Ça, c'est l'embarquement de M. Rocard, donc à bord de la première mission Grand Nord, qui devait faire la route maritime du Nord. Malheureusement, l'état-major a appelé le pacha du navire alors qu'on s'approchait près des eaux russes. Et à cause de la crise de l'Ukraine, il y a eu un no-go de l'état-major qui fait qu'on est parti sur le Groenland. Suivante. Ça, c'est la dernière conférence où nous étions d'ailleurs avec Pierre Zemmour en Alaska. Et ensuite, nous avons passé une dizaine de jours agréables sur un bateau. Et ensuite, nous allions, Michel et moi, à Anchorage pour retrouver, bien malheureusement pour nous, le ministre Laurent Fabius qui a réservé un traitement très difficile à M. Rocard pendant toutes les années au Quai d'Orsay. Et donc, nous étions un peu... nous trouvions la position très inconfortable, mais heureusement, quand nous sommes arrivés, on nous a expliqué que M. Fabius n'avait pas pu venir et que M. Rocard serait le chef de délégation. Donc ça a été une réunion très intéressante pour M. Rocard, qui a directement échangé avec le président Obama. Et donc c'était presque son dernier déplacement. Suivant. Et ça, c'était le point, ce que certains ont pu considérer comme le point d'orgue. Michel Rocard a présidé, j'ai coordonné sous son autorité, un document de stratégie nationale sur l'Arctique pendant 3 ans, avec 15 services, 5 ministères. Et nous n'arrivions pas, M. Rocard n'arrivait pas à présenter ce document parce que le cabinet de M. Fabius faisait tout pour que ce document parte à la corbeille à papier. Vous me pardonnerez la liberté avec laquelle je décris les événements qui se sont produits, tels qu'ils se sont produits. Et donc, c'est lorsque M. Fabius est parti à la présidence du Conseil constitutionnel que M. Ayrault a assuré ce qu'il appelait lui-même l'intérim aux affaires étrangères, que nous avons pu organiser cette réunion. Et donc, la France a affiché une politique étrangère sur l'Arctique le 14 juin 2016. D'aucuns ont décrit cette prestation de M. Rocard comme le Molière du malade imaginaire, puisque 17 jours plus tard, M. Rocard s'en est allé. Et donc, c'était vraiment sa dernière apparition. Et il a laissé ce document qui, aujourd'hui, balise encore, vous me pardonnerez, balise encore la politique française sur l'épaule, puisque au jour d'aujourd'hui, c'est le seul document sur la table qui structure la politique française sur l'épaule. Suivante, je crois que c'est fini. Voilà. Je vous remercie. Désolé si j'étais un peu long. Merci beaucoup pour cette présentation en images qui, d'une certaine manière, illustre assez bien ce que disait Patrick Vivray dans son intervention sur le fait qu'il fallait toujours aller jusqu'au bout quand on lançait quelque chose. Et je vais maintenant alors donner la parole à Alexis Vrignon qui va faire son miel à la fois de ses différentes interventions puis de ce qu'il a recherché aussi sur toute cette période où Michel Rocard a continué de manière multiforme son engagement pour ce qu'il appelait l'organisation de la planète. Ah voilà. Merci pour cette introduction. C'est vrai que c'est toujours un petit peu périlleux de passer après de nombreuses communications extrêmement intéressantes, encore plus périlleux de passer après une communication sur un espace particulier et peu familier des gens. Moi-même qui travaille sur la Polynésie, autre espace particulier, je mesure après ce que c'est que de passer après des communications. Je serai plus gentil avec ceux qui passeront après moi quand je parlerai d'essais nucléaires en Polynésie désormais. Effectivement, je me suis intéressé pour cette communication sur ce que d'aucuns ont appelé le dernier Rocard, donc la dernière partie de l'activité politique de Michel Rocard.
pour essayer de déterminer quelle pouvait être ce que j'appelle sa culture écologique. Dominique Bourg, ce matin, a parlé de pensée écologique, donc en soulignant qu'il y avait justement toute une structuration d'idées qui pouvaient venir de très loin dans l'histoire et qui irriguaient certains acteurs. Moi, ce que j'appelle culture écologique, c'est pour essayer de comprendre chez différents acteurs, et Michel Rocard, à mon sens, c'est un bon candidat pour mettre à l'épreuve tout ça, c'est quelle est la vision des rapports entre les sociétés et leur environnement ? Quelle est la vision des transformations souhaitables dans ces rapports entre les sociétés et leur environnement ? Comment doit se faire cette transformation ? C'est ce que je mets derrière culture écologique, que j'ai décalqué en quelque sorte de culture politique. Et c'est vrai que Michel Rocard s'illustré par un intérêt pour ces questions-là, un intérêt particulier, qui fait qu'il y a plusieurs cultures écologiques et que Michel Rocard, à mon sens, en illustre l'une d'entre elles. Et il y en a d'autres, et on verra justement que, y compris dans la dernière partie de sa vie et de son activité, eh bien, il y a eu des débats entre ce qu'il défendait et d'autres cultures écologiques, celles notamment représentées par Europe Écologie Les Verts, avec lesquelles il avait des points de divergence qui ont toujours été affirmés et assumés de la part de Michel Rocard. Et donc pour ça, je me suis appuyé sur les différents textes qui sont publiés, notamment sur le site de l'association Michel Rocard, sur ses derniers livres, notamment donc, de cette dernière partie de sa vie, si ça vous amuse, mes points sur les i, pardon, et ainsi de suite, ce qui permet en fait de faire un peu l'exégèse des positions de Michel Rocard, ce qui est très intéressant, je trouve, parce que là, on est face à un homme qui est au soir de sa vie, dont le parcours est souvent marqué par des continuités dans la pensée, mais aussi une volonté de renouvellement. Et je trouve ça très intéressant de voir un petit peu comment, dans cette dernière partie de sa vie, eh bien, on a ces éléments de continuité indéniables. On retrouve des réflexions parfois qui viennent de très loin, mais en même temps, une volonté constante bien de mettre ces idées et ces réflexions à l'épreuve des faits, des données, d'une réflexion rationnelle. Et de fait, grosso modo, cette dernière partie qui part du milieu des années 2000 jusqu'à la fin de sa vie est une période où il y a de profonds bouleversements sur les questions environnementales d'une manière générale, notamment sur la question énergétique. En 2008, dans la foulée de la crise financière, on a le prix du baril de pétrole qui atteint les $125 le baril, deuxième trimestre 2008. On est au moment ce qu'on appelle le pic pétrolier, en tout cas pour les hydrocarbures conventionnels, avant justement qu'il y ait exploitation de hydrocarbures non conventionnels. Donc toute une série de données qui changent, pour tout dire, qui s'aggravent, face auxquelles Michel Rocard va se positionner pour un diagnostic, ce sera la première partie de ce que j'évoquerai, et également pour proposer différentes solutions. Et là aussi, on verra que c'est très intéressant, à mon sens, de voir comment, sur certaines solutions, il y a des choses qui viennent de très très loin, et d'autres sur lesquelles, finalement, il mobilise des éléments nouveaux, où il adapte sa pensée. Ce qui n'est pas toujours le cas justement pour n'importe quelle personne qui a forgé ses convictions de long terme. Donc, le terme a été utilisé, je crois, par Patrick Vivray tout à l'heure. Michel Rocard le mobilise dans un certain nombre de ses ouvrages. De son point de vue, on est face à une polycrise. Une polycrise qui est un terme qui vient d'Edgar Morin, pour désigner justement les spécificités de cette période dans lesquelles on a plusieurs crises qui sont conjointes, qui ont des ressorts qui peuvent être différents par contre les unes des autres, mais dont l'association rend la situation d'autant plus périlleuse. C'est quelque chose qu'il développe aussi en partant d'analyses d'Henry Kissinger, qui avait des analyses un petit peu similaires sur ce qui se passait après la fin de la guerre froide, en soulignant que ces crises étaient diverses, convergentes, mais indépendantes les unes des autres. Et ce cocktail finalement de caractéristiques fait, selon Michel Rocard, fait naître un sentiment d'impuissance pour les sociétés et les États, justement du fait de cette multiplication des crises et de la difficulté à saisir, un autre terme qui vient de loin, la complexité de la situation. Le terme de complexité, donc notamment avec un mélange de risques économiques, environnementaux, technologiques, venant des réflexions du groupe d'Edis, notamment, des années 70.
Et donc, ce qui est à souligner dans ce diagnostic que Michel Rocard fait de la crise, c'est que cette crise est en partie écologique et environnementale, mais ne se résume jamais dans sa pensée à uniquement l'écologique et l'environnemental. Il essaye toujours d'articuler ces deux dimensions. Donc, il n'empêche que, commençons par là, donc il y a une conscience de la crise écologique chez Michel Rocard. Une conscience très nette, ce qui n'est pas toujours le cas dans le personnel politique au milieu des années 2000. Précisons-le bien, et donc il faut bien le souligner, d'autant plus pour quelqu'un qui a été socialisé politiquement et humainement durant les 30 Glorieuses. Donc dans un temps où le rapport des sociétés à leur environnement était quand même différent, très différent. Mais il y a cette conscience de la crise. Pour Michel Rocard, dans ses écrits, ce qui transpire le plus, ce sont d'abord les questions énergétiques au niveau global. Donc, et notamment donc, cette question du pic pétrolier, donc du fait que l'on aurait atteint au bout d'un moment le maximum du pétrole qui peut être exploité, en tout cas pour les hydrocarbures conventionnels. Et ce qui l'inquiète beaucoup, notamment dans ses derniers écrits, en tout cas c'est ce qui transfigure dans les derniers écrits publiés, c'est la perspective d'une pénurie énergétique, ce qu'il appelle la dépression énergétique à venir pour l'Europe notamment. Et pour lui, c'est particulièrement grave parce que c'est ce qu'il souligne, de son point de vue, c'est la forte disponibilité en énergie bon marché qui a permis, à l'aube des 30 Glorieuses, la mise en place des États-providence, sous des formes diverses, en Europe et aux États-Unis. Et donc, il le considère, cette période est révolue, quoi qu'on en pense, mais elle est révolue. Et donc, ça ouvre la voie, de son point de vue, à toute une série de perturbations qui seront économiques, sociales et politiques particulièrement périlleuses. Et donc, à partir de cette question de l'énergie qui, semble-t-il, est vraiment centrale, vient la question donc, du réchauffement et du changement climatique. Donc, ça a été dit à plusieurs reprises, il y a un intérêt précoce par rapport au reste du personnel politique de Michel Rocard pour cette question-là, dès les années 80. Ce qui est intéressant à souligner, ce qui m'a frappé lorsque j'ai lu les différents ouvrages qui évoquent cette question, de Michel Rocard qui évoquent cette question, c'est qu'il insiste énormément sur le consensus scientifique autour du phénomène, consensus scientifique pour lequel il crédite le GIEC. Et alors bien sûr, loin de moi l'idée de remettre en cause le consensus scientifique, il est là, il est indéniable, le réchauffement climatique est là, il est d'origine anthropique. Ce qui est intéressant à souligner, c'est comment finalement Michel Rocard articulait les choses. Pour lui, il y a d'abord le scientifique qui doit établir le consensus, et une fois que le consensus est là, normalement, naturellement en quelque sorte, doit venir le temps de l'action politique. Il y a vraiment cette vision-là des choses, qui, là, pêche peut-être un peu par de l'optimisme, en termes justement de processus fluide qui passerait de l'un à l'autre. Optimisme peut-être aussi dans le fait que dans ses écrits, mais peut-être est-ce aussi une stratégie d'invisibilisation, Michel Rocard n'évoque jamais les dérives climato-sceptiques. Pour lui, le consensus scientifique est là, il est inattaquable, et il est inattaquable très tôt. Pour Michel Rocard, voilà, le GIEC a démontré les choses, à partir des années 90, il n'y a plus à y revenir. Michel Rocard ne pouvait pas ignorer les dérives climato-sceptiques qui ont pu être observées dans les années 2000. Donc à mon sens, il y avait vraiment une stratégie d'invisibilisation de sa part dans ses écrits, pour faire comme si elle n'existait pas, pour préserver ce consensus scientifique, de manière à dire que du consensus scientifique doit découler naturellement l'action politique. Alors, autre chose qui est frappante et pour lesquelles Michel Rocard n'a pas le monopole durant cette période, c'est que dans ses écrits, dès lors qu'il évoque le changement climatique, les espaces qu'il évoque le plus pour donner des exemples des conséquences funestes de tout ça sont des espaces hors de l'Hexagone. C'est-à-dire qu'il mobilise bien sûr les questions liées au pôle, ce qui n'est pas étonnant puisque du fait de ses fonctions, il y était aux premières loges. Il évoque les conséquences funestes à venir pour le continent africain. Quand il évoque l'Europe, il évoque par exemple ce qu'il pourrait avoir pour les Pays-Bas, mais dans tous les livres que j'ai pu lire, il n'évoque pas directement les conséquences qui pourront peser sur l'Hexagone. Ce qui est intéressant, ce qui est, je crois, assez caractéristique d'une vision des choses qui était assez communément partagée dans la société à ce moment-là. On l'observe aussi, pour citer un discours célèbre, dans le discours de Jacques Chirac. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Quand on regarde la suite du discours, les conséquences funestes qui sont évoquées sont par exemple sur les îles du Pacifique, mais pas sur le territoire hexagonal.
c'est sans doute l'idée que la France, pays riche, pays technologiquement développé, aura les moyens de faire face aux conséquences si tant est qu'elles soient là. Je pense aussi que c'est hérité de toute une vision enracinée, notamment par l'école, de la France hexagonale, climat tempéré, climat équilibré, ainsi de suite, et qu'on a du mal finalement à appréhender que les choses puissent aussi aller de mal en pis pour l'Hexagone, comme l'a montré le dernier été que l'on a pu passer. Mais donc toujours est-il que, comme je l'ai dit, ces enjeux énergétiques et les enjeux climatiques sont les 2 points d'entrée privilégiés de Michel Rocard sur les questions écologiques dès lors qu'il les évoque dans ses écrits. Parce qu'il a été fait référence à plusieurs moments, par exemple, à l'intérêt ancien de Michel Rocard pour les questions de l'eau, par exemple, depuis le moment où il était inspecteur des finances, puis quand il était aux affaires. Mais dans les livres, lorsqu'il évoque ces questions-là, cette question de l'eau n'arrive que relativement incidemment dans tout cela. Ce qui est privilégié, c'est l'énergie et le climat. De même, toutes les questions de biodiversité, par exemple, sont pas la privilégiée. Donc on a un cadrage qui est un cadrage spécifique qui est assez révélateur d'une certaine culture écologique, à mon sens, par rapport à d'autres sensibilités. Donc un des points, bien sûr, clés, ce que j'ai dit, c'est que chez Michel Rocard, il y a toujours la volonté d'articuler crise écologique et notamment crise économique. Il faut bien se rappeler que vers la fin de sa vie, on est dans les moments post-crise financière de 2008. Enfin, dans les conséquences de ce qui est survenu avec la crise financière de 2008, finalement, puisque c'est pas comme si on peut pas dire qu'elle soit résolue. Donc, ce qui alimente chez lui toute une réflexion sur justement la manière d'articuler et donc de gérer aussi ces différentes crises. Et ça, c'est un point que je trouve très intéressant chez lui, qu'on observe bien, par exemple, lorsqu'il évoque la question de l'Arctique. Lorsqu'il l'évoque, il évoque la rapidité du changement climatique, mais il l'articule toujours aux conséquences géopolitiques que cela peut avoir, dont on a fait allusion, avec les revendications diverses variées qu'il peut y avoir sur d'extension de la zone économique exclusive, par exemple, sur la perspective d'avoir des eaux libres en été, et donc les conséquences que cela va avoir en termes d'exploitation des ressources, mais également en termes vraiment géopolitiques de passage de bateaux, et donc que faire si un bateau est en panne, ainsi de suite. Donc il y a toujours chez lui la volonté d'articuler ces différentes choses. Il le dit par exemple dans « Si ça vous amuse », il y aura lieu de négocier un traité assurant la paix et la protection environnementale de la zone arctique. Les deux sont associés et non pas disjoints l'un de l'autre. Ça a été évoqué à certains moments de cette journée. Michel Rocard, de tout temps et encore plus à la fin de la vie, a été particulièrement critique à l'égard de la dérégulation financière et des théories de Milton Friedman. Et sur cette question-là, on a un Michel Rocard qui reste fidèle à l'idée qu'un système économique régulé, stable, enfin peut être plus stable, dès lors que justement il y aurait ces fondamentaux macroéconomiques qui seraient régulés. Et donc il fait donc des années 70 le début de toute une période justement de crise, qui serait une crise à la fois écologique et économique. Toute la question est de savoir jusqu'où va aller cette crise, et on l'a dit à certains moments, Michel Rocard s'est longtemps targué d'être plutôt un optimiste. Mais vers la fin de sa vie, eh bien, il soulignait que cet optimisme finalement était quand même beaucoup plus difficile à tenir. Il le dit dans mes points sur les i. Naturellement, quelque chose devait craquer quelque part. Nous étions à tous égards dans une phase inouïe et quelque peu étrange. Et même à la fin de sa vie, par exemple, je crois que je retrouve la référence, c'est dans Lettres aux générations futures. Il évoque par exemple les travaux de certains chercheurs sur les questions d'effondrement. Donc ce qui est à souligner, parce que là encore, on a quelqu'un qui, jusqu'à la fin de sa vie, est toujours soucieux de se renouveler, de citer de nouvelles références et d'intégrer ces nouvelles références dans son corpus. Alors que la question de l'effondrement est quand même quelque chose qui était relativement récent lorsqu'il publie ce livre d'entretien, et donc il fait référence notamment à l'époque au livre de Jared Diamond, Effondrement, qui s'interroge à partir de différents exemples historiques sur les facteurs qui mènent à un effondrement et sur les moyens d'y remédier. Et donc ça, c'est le deuxième point sur lequel je voulais insister. 5 grosses minutes, 10 minutes 5. Allons-y. J'aurais essayé les 10. Sur les solutions qui sont envisagées par Michel Rocard.
puisque malgré cet optimisme qui se teinte de plus en plus de pessimisme, on a toujours une volonté de proposer différentes solutions qui passent, que ce soit en économie ou pour les questions environnementales, par la mise en place de nouvelles formes de régulation. Notamment par des traités internationaux, par le recours à l'ONU, très clairement, qui était toujours considéré, ou en tout cas dont on avait l'espoir, enfin, dont Michel Rocard avait l'espoir qu'il pourrait être un acteur de régulation. Et ça, c'est un point qui me semble assez intéressant pour éclairer la culture écologique de Michel Rocard. Chez lui, il ne peut pas avoir d'équilibre spontané. Il y a toujours un investissement des sociétés, des humains, dans justement la régulation d'un système, que ce soit un système économique, mais également sur les questions de lien avec les écosystèmes. Si on accepte des territoires assez spécifiques, comme l'Antarctique par exemple, qui justement par ces caractéristiques-là visait à une préservation assez large, et même très importante, dans la pensée de Michel Rocard, il n'y a pas du tout de pensée de rétractation des sociétés par rapport aux écosystèmes, pour laisser justement des écosystèmes libres de se développer seuls finalement. On est dans une pensée de la régulation, donc une pensée où il faut revoir les relations aux écosystèmes, mais non pas vraiment se mettre en quelque sorte à l'écart. Donc on a une vision particulière, spécifique de tout cela, qui explique, à mon sens, certaines particularités des prises de position de Michel Rocard. Notamment le fait qu'il ne soit jamais hostile de principe à la question de l'extractivisme, donc à extraire des ressources du sous-sol. En 2012, par exemple, il se dit dans un article favorable à l'exploitation du gaz de schiste dans l'Hexagone, estimant que le précédent du gisement de Lac, par exemple, démontre que cela peut se faire sans dommage. Et je cite Michel Rocard, « La France est bénie des dieux. Pour l'Europe, elle sera au gaz de schiste ce que le Qatar est au pétrole. » Alors je pense qu'il voulait dire gaz, mais il a dit pétrole. Pourquoi s'en priver ? Peut-on s'en priver, pardon ? Je ne le crois pas. Donc parce qu'il y avait cette idée que dans de bonnes conditions, il est possible de... et ce qui montre donc une distance par rapport à d'autres militants de la cause environnementale qui sont sur une vision de préservation beaucoup plus stricte des écosystèmes. Et il le déclare donc c'est un discours de 93, mais qui est reproduit dans un ouvrage de 2014. « L'environnement n'est pas seulement la nature et sa charge de chlorophylle, c'est avant tout une histoire sociale avec sa charge de problèmes. Et parce que c'est une histoire sociale, il faut que les sociétés s'investissent dedans. » Ce qui fait que dans son esprit, j'ai encore 2 minutes, donc tout va bien. Dans son esprit, la question technique est centrale pour la résolution de certains de ces problèmes environnementaux, et notamment les problèmes énergétiques. Ce qui conduit Michel Rocard, ça a été évoqué précédemment, à se prononcer pour une part importante du nucléaire dans le mix énergétique français. Ce qui, effectivement, vient peut-être d'une socialisation familiale, ce qui vient aussi, je pense, de la question d'un attachement à un modèle de développement venu des 30 Glorieuses, de Big Science, où des laboratoires nationaux, des entreprises se mobiliseraient sur un grand programme national, et sont des choses qui devaient sans doute parler à Michel Rocard, socialisé durant cette période. Et donc, d'où la question du nucléaire qu'il développe, par exemple, dans Mes points sur le i, qui est préfacé par François Hollande au moment où c'est juste avant c'est pendant la campagne présidentielle de 2012, et donc François Hollande prend bien soin dans sa préface de dire qu'il endosse beaucoup de choses, mais que par contre sur le nucléaire, accord avec les écologistes se profilant, il pense qu'il faut plus de renouvelables, alors que Michel Rocard était sceptique à l'égard des renouvelables et de leur potentiel pour résoudre cette dépression énergétique. Dernier point dans les solutions à envisager, en quelques mots, la question du rapport à la croissance. On l'a dit, Michel Rocard considère qu'il y a eu un optimum donc, de développement de l'État social dans les 30 Glorieuses, dans une période de croissance élevée, mais notamment sur la fin de la vie, il est très conscient que ces fortes de croissance ne pourront revenir. Il prend ses distances avec les projets du Parti socialiste qui se basaient sur un taux de croissance de 2,5% par exemple, en considérant que c'était trop élevé. Mais il considère également que toute perspective de décroissance est à bannir. Ça a été cité ce matin parce que ça entraînerait justement un effondrement d'une société qui est basée malgré tout sur une croissance. Ça s'accompagnerait, je cite, de perspectives de violence civile. Nous entrerions là dans l'intolérable. Et donc, il y a cette
adaptation, mais qui est complexe pour Michel Rocard à avoir, pour prôner une croissance lente, c'est comme ça qu'il le dit, en espérant que celle-ci puisse suffire finalement pour atterrir et pour préserver les acquis des Trente Glorieuses en termes de modèle social, sans aggraver la crise écologique actuelle. Ce qui donnait lieu, dans ses derniers écrits, à un retour à des idées qui avaient été développées dès les années 50 sur l'importance de la place des loisirs, sur la réduction du temps de travail, justement, qui seraient des moyens d'accepter finalement cette réduction de la croissance parce qu'on développerait des questions plus immatérielles, revenant à des choses qui étaient évoquées par John Galbraith, par exemple, ou même Jean Fourastier sur certains points. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette culture écologique de Michel Rocard, qui est, à mon avis, spécifique, construite, pensée, à partir d'une matrice social-démocrate à laquelle Michel Rocard a toujours été fidèle, mais qu'il s'est toujours chargé d'enrichir de nouveaux acquis, et c'est ça que je trouve passionnant, y compris jusqu'à la fin de sa vie. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que pour mettre en place ces solutions, Michel Rocard imaginait qu'il fallait justement dépasser des clivages trop forts pour aller vers une culture du compromis, qu'il s'était chargé de mettre en œuvre, notamment en participant à différentes commissions sous Nicolas Sarkozy, dans le cadre des politiques d'ouverture. Ce qu'il souhaitait par la suite, il n'est pas sûr peut-être que la situation actuelle de clivage politique permette justement de rendre justice à la vision écologique et politique qui était celle de Michel Rocard à la fin de sa vie. Je vous remercie. Merci beaucoup pour à la fois ces propos et ce bel effort pour rester dans les temps. Nous avons encore quelques moments avant la conclusion pour un échange, s'il y a des questions, des interventions, des observations dans la salle. Où tout a été dit. Alors, Chantal Joanneau, bien sûr. Pas trop parlé, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il faut replacer effectivement la pensée et les écrits dans l'époque. Et on était vraiment dans un autre contexte. Vous évoquiez les climato-sceptiques. En 2007, 2008, 2009, on avait encore Claude Allègre qui faisait la une de la presse et de la télé pour dire à lui tout seul qu'il était opposé aux conclusions du GIEC. Sur les questions que vous évoquiez aussi, le fait qu'on ne citait pas, personne ne citait l'Hexagone à l'époque. Hein. Au mieux, on évoquait la fonte de certains glaciers, mais pas les conséquences sur l'Hexagone, parce qu'en fait, la plupart des scientifiques, je me souviens de cartes de prospective à l'époque qui disaient que il y aurait plus de pluie au nord et un peu plus de sécheresse au sud de la France, mais que globalement, la France comme l'Europe ne serait pas très touchée par le réchauffement climatique. Et on se rend compte qu'en réalité, l'Europe, aujourd'hui, se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que des continents qui sont aux mêmes latitudes, parce qu'il y a des phénomènes qu'on n'avait pas du tout anticipés. Et c'est vrai que moi, ça m'a rappelé plein de choses, plein de débats qu'on avait et qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. Je pense que dans le contexte actuel, ce sera encore une autre pensée qui se serait développée. Merci. Oui. Oui, merci. Juste une petite question. Parmi les éléments constitutifs de l'écologie politique, existe la question du féminisme. Alors, je ne dirai rien sur la composition des tribunes, et merci à Chantal Joanneau de nous représenter dignement. Mais la question n'a pas du tout été évoquée dans la journée. Je voulais vous poser la question, de savoir pourquoi. Alors, sans vouloir, je pense que d'autres auront d'autres choses à dire. En tout cas, dans la vision des choses telles que j'ai pu la lire chez Michel Rocard, c'est quelque chose qui n'apparaissait que peu dans ses écrits que j'ai pu consulter et qui ne liait pas à des questions environnementales. Je parlais justement de cultures écologiques diverses et variées. Et ben justement, notamment par exemple les Verts puis LV ont justement édifier leur culture écologique sur ce lien justement entre transformation environnementale et remise en cause justement de certains rapports genrés. La matrice de Michel Rocard, social-démocrate, part d'autres choses, et c'est vrai que dans ce que j'ai pu lire, mais peut-être que d'autres en auront lu, et j'ai absolument pas tout lu de Michel Rocard, mais dans ce que j'ai lu, c'est quelque chose qui n'apparaît pas, très clairement.
je confirme que c'est quelque chose qui n'apparaît que très incidemment, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas eu par ailleurs un certain nombre d'avancées sur ces questions. Je rappelle quand même qu'il a été le premier à conduire une liste paritaire à des élections, même si ça ne lui a pas porté chance. Robert Chapuis voulait intervenir. Bon, c'est précisément ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il a mis en activité concrète le sentiment qu'il avait que l'égalité entre hommes et femmes devait être soutenue. Je pense que l'exemple que tu donnes est significatif, mais également ce qu'il a fait sur le plan municipal, sur d'autres, parce que bien évidemment, nous regardons là le Premier ministre, disons, dans un certain cadre. Enfin, Michel Rocard a eu aussi d'autres responsabilités où il a manifesté des éléments qui, notamment dans l'égalité homme-femme, ont été importants. Et alors, je voulais aussi dire que je remercie effectivement beaucoup Chantal Joanneau et Lucille Schmitt qui va assurer la conclusion de leur présence et qui nous ont consolé des multiples refus ou déclinaisons de possibles interventions que nous avions adressées à des universitaires de l'autre sexe, mais qui n'ont pas pu honorer ces interventions. Et donc nous sommes retrouvés... selon la vieille formule, le Parlement britannique peut tout faire dans la vie, sauf transformer un homme en femme, et inversement. Et juste en un mot, pour ajouter qu'on a consacré une newsletter de l'association Rocard en mars 2020 à la question des droits des femmes et aux avancées, parce qu'il y a quand même eu aussi des avancées importantes sous le gouvernement Rocard, et avec notamment une introduction de Michel André, qui est de l'autre côté, et qui revient sur cette période. Donc je vous invite vraiment à la lire, allez sur notre site, dans la rubrique Activités, vous allez dans l'infolettre Conviction, mars 2020. Mais oui, alors Michel André. Oui, mes chers amis, je pense qu'il faut se replacer dans le contexte d'un parti socialiste avec des avancées, avec des questions de comment faut-il avoir plus de femmes plus de citoyennes actives, plus de femmes élues. Mais je dois dire combien au Parti socialiste nous avions, avec la grande convention de 77, mis toutes nos forces ensemble pour décliner les grandes dynamiques à développer pour les femmes, pour l'égalité homme-femme, qui était l'autonomie des femmes, les choix de métier, et il y a eu des avancées considérables pendant cette période, et puis la citoyenneté et la dignité. Moi, je veux dire quand même que c'est à ce moment, quand Michel Rocard était Premier ministre, lorsque j'étais sa secrétaire d'État aux droits des femmes, c'est le premier moment où nous avons accroché une prescription de 10 ans pour l'inceste à partir de la majorité des personnes, et pas à compter des faits. C'était une bataille très difficile parce que même certains de nos camarades n'étaient pas convaincus de ça. Je me souviens d'avoir eu du mal à convaincre certains députés, et il faut rendre hommage à Denise Cacheux, qui a été ma complice à l'Assemblée nationale et qui a emporté l'amendement que nous avions concocté. Mais j'ai aussi pu lancer la première grande campagne violence dans les couples, qui s'appelait Violence conjugale. Il faut vous souvenir qu'à l'époque, quelqu'un qui aurait frappé son chien dans la rue aurait tout de suite alerté toute l'autorité publique possible. Frapper son épouse semblait pas un problème grave. Et il y avait beaucoup de choses comme ça qu'il fallait corriger. Et je me souviens même d'un débat avec Michel en personne, quand il me disait, tu sais, ça relève un peu de la vie privée, il faut être prudent. Je lui avais rétorqué une chose qui l'avait convaincu, parce que quand on avait des bons arguments, c'était extraordinaire de travailler avec lui et de vivre les moments à construire après. Je lui ai dit, écoute, peut-être que le bonheur des gens ne regarde pas l'autorité publique, mais quand le malheur frappe, ils viennent demander aux politiques publiques de rétablir et de corriger et d'améliorer. Donc, moi, j'ai eu, pendant cette période, ces 3 années au gouvernement, la possibilité de développer beaucoup de choses. Et ce matin, nous en parlions avec François Soulage, j'ai pu obtenir avec force débat, ceux qui sont dans le sujet me soutiendront, avec Bercy qui s'opposait vivement, j'ai pu développer et mettre en place le fonds de garantie pour les femmes qui voulaient créer leur entreprise, qui concernait aussi bien de l'investissement
que de la trésorerie qui, à l'époque, était formidable. Et aujourd'hui encore, je trouve des femmes qui me disent « Je suis une de vos fonds de garantie », puisque ça dure toujours. Non, il y a eu... Alors après, la période, elle était, pour les socialistes, nous n'étions pas nombreuses, les femmes. Les mouvements associatifs n'étaient pas toujours très satisfaits de voir nos arrivées sur les sujets. Moi, je me souviens, lorsqu'il a fallu faire la revoyure de la loi Veil 75 en 79, moi j'étais à l'époque secrétaire fédéral du Puy-de-Dôme pour le parti, les filles des associations, en gros, voulaient pas nous voir sur le paysage. Elles disaient, c'est nous les associations. Moi, j'avais dit, écoutez les filles, c'est les députés qui votent les lois et les sénateurs. Donc, il faut mieux qu'on y soit au même moment et tous ensemble. Non, il y a eu beaucoup d'avancées. Alors, c'est peut-être pas le point sur lequel l'action a été la plus grande. On peut dire parfois, moi j'en ai eu le regret, que si au moment de l'apparition des premiers foulards à Creil, nous avions eu une position nette, comme je le souhaitais, mais comme je n'ai pas eu l'arbitrage du fait de l'Élysée, sans doute nous nous serions peut-être économisé quelques soucis avec l'éducation nationale, mais on ne peut pas gagner tous ces arbitrages. On a fait ce qu'on a pu pour la période. Il faut vous rappeler que nous étions 6 femmes ministres à l'époque, sur 40 et quelques membres du gouvernement, et pas à des postes comme aujourd'hui. Et je pense que si Michel Rocard n'a pas pris ça en priorité, c'est que dans sa nature et sa construction, un être humain égale un être humain, une femme égale un homme, et après, on n'a qu'à faire le travail. Voilà. Merci. Merci. Laurent Maillet voulait dire un mot ? Juste un mot. Il se trouve que je travaille pour la ministre Enseignement supérieur Recherche, donc je suis particulièrement sensible et vigilant sur ces sujets de perception du discours scientifique, du bon usage du discours scientifique. J'entendais parler tout à l'heure de consensus scientifique. C'est une expression qui est extrêmement, comment dirais-je, problématique, parce que, en général, pour simplifier les choses, on dira d'un côté le diagnostic scientifique et de l'autre la décision politique, le shaping decision revenant bien sûr aux politiques ou aux diplomates. Aujourd'hui, on parle de consensus scientifique qui montre qu'il y aurait des formes de négociation de la vérité et qui nous oblige à entrer dans l'intelligence du discours scientifique, de ce qu'il est, de ce qu'il représente. Est-ce qu'il est dogmatique ? Est-ce qu'il est une vérité absolue devant laquelle on doit s'incliner ? Pourquoi je parle de cet aspect ? Parce qu'on a rappelé que M. Rocard avait manifesté un respect de la vérité scientifique, s'interdisait d'avoir sur des sujets techniques une opinion. Il écoutait l'expert, il convoquait les experts, mais une fois qu'il avait recueilli l'expertise, eh bien, il en tenait compte de façon rigoureuse. Ce que je voulais simplement rappeler, c'est qu'aujourd'hui, par-delà la caricature, je me souviens d'un déjeuner que j'avais organisé avec Claude Allègre, justement, et Michel Rocard. Bon, c'était un dialogue de sourds, on a mangé de bonnes pâtes dans un italien, mais vraiment, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que les arguments fusaient au-dessus de l'un et de l'autre. Et je pense que c'est précisément... Enfin, mon humble avis est que, en caricaturant le débat avec les climato-sceptiques, comme si c'était une affaire d'opinion, de préférence, au final, c'est une affaire de préférence. Alors là, je fais attention parce que je sais que Chantal Jouanneau est évidemment largement aiguë sur ces sujets de débat public. Mais ce que je crois, c'est que à avoir trop caricaturé le pour et le contre d'un côté, on a donné l'impression qu'il s'agissait d'un positionnement individuel, au choix. Or, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que pour un ministère comme celui de la Recherche, et pour le CNRS en particulier, notamment avec l'actuel président et l'actuel ministre, l'enjeu science et société est devenu majeur pour nos démocraties, pas seulement pour le ministère de la Recherche. S'il n'y a pas une forme d'appropriation des vérités scientifiques, bien sûr vulgarisées, on ne va pas envoyer tout le monde en formation, mais qu'il y a une forme d'appropriation et d'intelligence du savoir scientifique, eh bien on se réserve des mauvais jours. Et je pense que là-dessus, M. Rocard était assez exemplaire dans le respect de la parole scientifique, mais qu'il y a aujourd'hui un enjeu d'appropriation, de familiarisation avec la vérité scientifique pour pouvoir se positionner. Sans quoi, on est soit dans l'autoritarisme scientifique,
une forme de dogmatisme de notre temps, soit dans l'idée qu'on peut faire avec ou pas. C'est une affaire de choix. Voilà. Merci. Enfin, en tout cas, je vous confirme que le lien qui est fait entre le combat écologiste et le combat féministe est quand même quelque chose qui est apparu relativement récemment dans le débat public. Relativement récemment. En termes d'histoire de la pensée, mais je ne pense que ça c'était quelque chose dont on ne trouvera pas trace ni dans les écrits ni dans les discours de Michel Rocard, parce que c'était un peu en dehors de son univers et de la matrice de sa formation. S'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, je vais remercier chaleureusement pour leur participation à cette table ronde Chantal Joanneau, Patrick Livret, Laurent Maillet et Alexis Brignon pour sa communication.